Les dirigeants du Mali ont ordonné mercredi l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, lui reprochant des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens de- détenus depuis plus d'une semaine à Bamako, selon un communiqué officiel. Cette décision survient dans un contexte de relations déjà tendues entre le Mali et ses partenaires internationaux. Notre invité est Luc Abaki, journaliste togolais. Avec lui, donc, nous allons parler de l'expulsion du français Olivier Salgado. Luc Abaki, bonjour. Qu'est-ce qu'on reproche à Salgado? Vous allez bien? Bon, oui, je vais très bien. J'espère que vous aussi. Je vais bien. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Salgado? Je crois que c'est des éléments qui traînent, hein, qui courent les rues. Hein. C'est que Salgado, qui est le porte-parole de la MINUSMA, s'est rendu coupable des actes délictueux en, en avalisant une thèse fournie par le pays, la Côte d'Ivoire, alors que ces affirmations ne reposaient sur absolument rien. Mais en réalité, je crois que cette expulsion de Salgado ne devait pas faire l'objet quand même d'un débat, parce que c'est un non-événement à vrai dire. Rappelez-vous que le 27 février 2020, à la suite d'une invitation de l'État français, l'ambassadeur du Togo, du Mali en France était face au Sénat pour faire le point des actions de Barkhane. Et donc, il a essayé de vanter les actions que mène Barkhane. Et puis après cela, il a relevé quelques points qui sont des dysfonctionnements que Barkhane devait chercher à corriger. Et à la suite de cela, ce monsieur a été prié de quitter l'État français. Le Mali a même tenté d'envoyer son ministre des Affaires étrangères pour essayer de négocier. L'avion qui a transporté le ministre français en France, c'est le même avion qui a ramené l'ambassadeur du Mali en France. Et ça n'a fait aucun bruit. Ça veut dire tout simplement que, précisément, la France s'assume en tant que pays souverain. Et lorsque un diplomate se rend complice d'un acte qui ne tient pas ou bien qui ne rime pas avec les aspirations de l'État, c'est tranquillement qu'il l'expulse. Et ça, peut-être, c'est sous le couvert de la France. Ça, c'est sous le couvert de la MINUSMA. Justement, tout ceci même pour, si c'est un Français. Voilà, ceci pour dire quoi? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'État malien qui, après avoir constaté l'acte délictueux, a envoyé une lettre à la MINUSMA ou même aux Nations Unies demandant des clarifications à Olivier Salgado, qui a affirmé que le contingent ivoirien qui s'est retrouvé de façon illégale à l'aéroport de Bamako était dans le compte de la MINUSMA et que les autorités maliennes avaient été informées préalablement de cette démarche, etc. Alors que c'était des affirmations gratuites, fallacieuses, qui ne reposaient sur aucun élément factuel, aucun fait vrai. Alors, donc, plus d'une semaine après cette lettre demandant des comptes donc, à M. Salgado, ce dernier n'a pas réagi. Ce qui veut dire tout simplement que soit il a tout simplement reconnu son irresponsabilité, son manque de professionnalisme ou même sa complicité avec l'État ivoirien, ou alors tout simplement il est en train de narguer les autorités maliennes. Et donc, dans ces conditions-là, bien entendu, il faut l'expulser tout simplement. Je suis étonné de constater que les gens ont fait une fixation au point de considérer que le Mali en faisait trop, etc., etc. Je crois que lorsque vous êtes un pays souverain, vous avez des mécanismes de fonctionnement qui sont extrêmement clairs. Lorsqu'un diplomate veut travailler dans votre pays, il se doit de se soumettre aux règlements et aux lois en vigueur. Lorsqu'il les viole, vous décidez en toute souveraineté de le remercier. Je crois que la MINUSMA a d'ailleurs bien fait de prendre acte de cette expulsion, même si elle regrette. Alors, selon Salgado, les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil. Alors, cela veut dire que c'est faux, archi faux. Mais ce n'est même pas, vous n'avez pas à chercher cela. La preuve, c'est qu'il n'a pas été en mesure de fournir des éléments factuels
corroborant justement cette thèse qu'il a tenue sur son compte Twitter. Et mieux encore, sa hiérarchie a eu à démentir précisément cette allégation selon laquelle le contingent ivoirien qui s'est retrouvé donc en intrusion à l'aéroport de Bamako était connu par la MINUSMA et que c'était un contingent qui viendrait en renfort justement à la NSE, etc. Donc, je pense que M. Salgado a voulu jouer à un jeu extrêmement dangereux en se rendant complice d'un acte parfaitement maladroit, initié et assumé par la Côte d'Ivoire, en envoyant précisément un contingent militaire sans respecter une seule procédure, sans prendre des précautions, et puis avec à l'appui des armes de guerre. Donc, je pense que le Mali ne pouvait que s'assumer de cette manière-là, d'abord en considérant ces militaires-là comme étant des mercenaires, après avoir pris soin d'interroger ou de contacter ses homologues en Côte d'Ivoire qui, dans un premier temps, ont systématiquement décliné toute responsabilité en estimant qu'ils n'étaient pas au courant de ce mouvement des militaires légalement reconnus par la Côte d'Ivoire et qui dit qu'ils ne sont pas au courant de ce voyage-là sur Bamako. Et ce n'est qu'après coup, c'est-à-dire après la sortie du porte-parole du gouvernement malien, qui donc décrit les faits et les procédures qui ont pris pratiquement 24 heures avant de conclure à un mercenariat et donc de confier précisément ce contingent de 49 militaires maliens et ivoiriens à la justice que, curieusement, l'État ivoirien sort à la suite d'un Conseil national de sécurité pour dire que non, mais écoutez, c'est de façon régulière et légale qu'ils ont envoyé précisément ce contingent, sans pour autant fournir un seul élément de preuve qui conforterait justement cette position-là, qui d'ailleurs a été précisément démentie par les Nations Unies, etc. Donc, ça veut dire que, écoutez, c'est clair que la Côte d'Ivoire s'est rendue complice d'un fait tout à fait maladroit, irresponsable, qu'il faut assumer. C'est tout. Alors, quelle serait la réaction, cette question, la réaction des autorités maliennes si c'était un Américain, un Russe, un Australien par exemple? La même? Vous avez peut-être oublié que le Mali a fait déguerpir un contingent danois. Vous avez peut-être oublié. Sous le couvert de la France. Exactement. Vous avez peut-être oublié les passes d'armes qu'il y a eu entre la France et le Mali durant toute l'année dernière. Vous avez oublié que le Mali a expulsé l'ambassadeur de France au Mali. Vous savez, quand vous êtes... C'est d'ailleurs pourquoi je pose cette question, voilà. Luc Abaki. Oui. Est-ce que c'est parce que Olivier Salgado, même si vous avez démontré tout à l'heure qu'il s'est rendu complice des faits, est-ce que c'est parce que c'est un Français que la décision a été aussi sévère? Non, c'est peut-être parce qu'il est Français qu'il a cru devoir poser un acte comme ça parce que il se rend compte que son pays n'est pas le bienvenu en France, au Mali. Mais ce qui est certain, c'est que les Maliens tablent véritablement sur leur souveraineté et tiennent à ce qu'ils soient respectés en tant qu'État souverain ayant des règles et des procédures claires qu'il faut respecter lorsque vous voulez travailler avec un tel État. Vous voyez, ce débat est à l'ordre du jour pour la simple raison que, en fait, nos dirigeants en Afrique ont accepté le principe de la vassalité. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette position où ils acceptent de fait le fait qu'ils vivent par procuration en suivant toujours les injonctions des pays occidentaux. Parce qu'ils considèrent que la pauvreté du point de vue matériel et financière est une faiblesse qui les soumet au dictat des puissances extérieures. Ce qui n'est pas plus. C'est-à-dire, c'est une perception tellement erronée. Parce qu'en fait, la richesse d'un État, tout comme des individus, ne se définit pas par ce que les gens ont, mais par ce qu'ils sont. Donc, si vous avez déjà une population aussi jeune et dynamique, vous savez que c'est la population qui crée la richesse de votre pays. Le fait que vous soyez matériellement pauvre aujourd'hui n'est pas une fait en soi.
Il faut que vous commenciez à revendiquer d'abord votre légitimité, votre respect, votre souveraineté, et à partir de vos puissances ou de vos atouts endogènes, commencez à construire votre identité. C'est comme ça que tous les pays ont procédé pour devenir les références aujourd'hui, qui sont donc respectées et qui se permettent précisément de faire des injonctions aux autres États qui se trouvent être dans cette faiblesse sur le plan matériel et financier. Donc, le Mali n'a pas besoin d'être matériellement riche ou financièrement puissant avant de commencer à demander à être respecté en tant qu'État souverain. Donc, il appartient à toutes ces puissances-là de comprendre que la souveraineté n'est pas un concept guindé, un concept platonique qui n'a pas un contenu. Il a un contenu qui exige de tout État qui veut donc collaborer avec un autre État, précisément souverain, le respect des règles, le respect des principes qui gouvernent la vie d'un État. Alors, est-ce que tous ces problèmes, j'allais dire, n'ont pas comme toile de fond, Luc Abaki, le renouvellement de la mission de l'amunissement, puisqu'entre-temps, Bamako avait carrément refusé? De deux choses l'une. Il est clair que le Mali, ayant reposé sa vision, ou bien la vision de sa gouvernance, sur le meilleur devenir de la population, sur l'épanouissement de la population, sur les conditions optimales nécessaires qui permettent de construire une nation, ne peut pas être dans la plaisanterie, ne peut pas être dans la complaisance, et donc essaye d'éviter les distractions, et donc capitalise autant que possible toutes les opportunités qui se présentent à ce pays-là. Donc, l'amunissement a une mission, c'est d'aider ou d'accompagner les initiatives maliennes en vue de stabiliser et de sécuriser l'État. Si au cours du parcours, l'État malien observe que l'amunissement n'est pas à la hauteur de ses attentes, bien sûr qu'il est en droit de faire des objections. Et je crois que c'était par rapport à tout cela que l'État malien s'était opposé au départ à cette question de renouvellement de soi. Mais, après discussion avec les Nations Unies, etc., le Mali a accepté sous un certain nombre de conditions le renouvellement de ce mandat pour une durée d'1 an. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous voulez opérer dans le cadre de l'amunissement, vous devez vous soumettre aux principes qui régissent le fonctionnement de l'amunissement, à votre marge de manœuvre, et à faire en sorte que vous puissiez être discipliné et donc capitaliser toutes les opportunités qui sont offertes donc à l'amunissement dans le but de rentabiliser l'action de l'amunissement aux côtés du Mali. Ce n'est pas en dehors justement de la volonté de l'État malien. Donc, tous ceux qui viendront ramer à compte courant de ce principe qui définit le partenariat entre l'État malien et les Nations Unies dans le cadre de cet munissement-là vont bien sûr se heurter à l'opposition farouche et à la réaction qu'il faut de l'État malien. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Alors, Luc Abaki, la suite a donné à l'amunissement. Le porte-parole sera remplacé, c'est ça, le format? Il appartient à l'amunissement de prendre des dispositions parce qu'il a pris acte, de l'expulsion de son porte-parole. Et je crois d'ailleurs que l'amunissement a été suffisamment complaisant parce qu'il s'agit quand même d'une faute professionnelle. Alors, comment on peut expliquer qu'un fonctionnaire de ce haut niveau puisse déraper de cette manière-là au point de cautionner un acte hasardeux venant d'un État qui n'a pas su s'assumer? Tout simplement parce que, est-ce qu'on peut considérer que ce monsieur ne savait pas ce qu'il doit faire? Non, c'est sans doute parce que, écoutez, il a voulu tirer les ficelles et puis donc pencher, utiliser donc son aura de porte-parole pour pencher du côté ivoirien parce qu'il s'est rendu compte que l'État ivoirien est en difficulté réelle dans ce dossier. Et donc, sa parole aurait donné une certaine crédibilité à la version que la Côte d'Ivoire a fournie après 48 heures d'interpellation de ces militaires au Mali. Donc, je pense que l'amunissement aurait dû sanctionner, relever tout simplement M. Salgado de ses fonctions pour avoir, parce qu'il est établi qu'il a fait une faute. Et je crois que dans la gestion, ou bien dans la gouvernance des dirigeants maliens, on constate quand même une certaine élégance, une certaine méthode. L'État malien aurait pu, d'un seul coup, demander son départ. Mais il a d'abord envoyé un courrier
demandant des explications, demandant des preuves sur la base desquelles M. Salgado avait soutenu que ce contingent-là était bien connu de l'État malien, etc. C'est parce qu'il n'a pas été en mesure de fournir cela. Une semaine après que la phase suivante est arrivée, consacrant précisément son expulsion. Alors, ces 49 militaires vont faire face à la justice malienne. Contrairement, il y a eu une médiation du Togo, Luc Abaki, je souhaiterais qu'on en parle. Médiation portée par le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, sous l'impulsion du chef de l'État togolais, Faure Singbe. On constate que la justice malienne n'a pas encore fait son travail. Il y a une médiation togolaise. Est-ce qu'on peut la comprendre? Oui, mais les deux, enfin, l'une n'occulte pas l'autre. Voyez-vous, l'État malien est un État souverain. Donc, il fonctionne sur la base des règles et des lois qui régissent justement la régulation de la société malienne. Lorsque on interpelle des gens qui ont enfreint la loi, qui ont débarqué au Mali sans avoir pris des précautions de base, sans respecter toutes les procédures, etc., c'est clair qu'il doit pouvoir faire face à la justice. Et je crois que c'est pour cela que le porte-parole du gouvernement malien, après avoir décrit les circonstances d'interpellation et toutes les démarches qui ont été initiées, engagées, en vue de trouver une solution politique et qui n'ont pas donné de suite, s'est vu donc obligé de confier le dossier à la justice. Dès l'instant où il est avéré que le dossier est entre les mains de la justice, aucun processus ne peut interrompre une telle procédure, si ce n'est la justice elle-même qui, après avoir abouti, peut décider, voilà, c'est-à-dire que tout dépendra de la décision qui aura été prise. Maintenant, sur le plan diplomatique et politique, bien sûr qu'aucun État ne peut vivre et se fermer sur lui-même. Donc, les dirigeants maliens font preuve d'élégance politique en acceptant le principe de l'ouverture d'un dialogue. Parce que, étant humain, le principe qui doit caractériser notre vie, c'est l'échange. C'est les idées, la communication, etc. Et donc, ce dialogue-là, cette médiation, qui sera donc conduite par l'État togolais, en tout cas le président Faure et son ministre des Affaires étrangères, aura pour but précisément de baliser la voie, forcément après la conclusion de justice, de manière que si amnistie doit y avoir, qu'il y ait amnistie, après que l'État, mais peut-être ivoirien, ait pris un certain nombre d'engagements visant précisément à ne plus se rendre coupable d'un certain acte ou de certains actes qui tendent à quand même saboter la gouvernance actuelle du Mali. Donc, une action n'occulte pas l'autre. Alors, il appartient précisément à l'État du Togo de montrer ce en quoi il est capable d'amener les deux parties à surmonter justement leurs différends actuels au-delà de la procédure judiciaire, dont le procès d'ailleurs est annoncé pour le 22 février. Et qui a demandé la médiation selon vous? C'est Assimi Goïta, c'est Alassane Ouattara ou bien c'est le président Faure qui s'est mis devant? Première chose, il faut retenir que le Togo avait été choisi lorsque le Mali faisait face aux sanctions de la CEDEAO, avait été choisi donc par les autorités maliennes pour servir de médiateur en vue d'intercéder auprès donc des autres chefs d'État et de les raisonner de manière qu'ils puissent exécuter la décision de justice de l'UEMOA demandant le sursis à exécution. Donc le Togo était déjà dans la posture du médiateur en ce qui concerne la cause du Mali. Maintenant, lorsqu'il y a eu l'arrestation des 49 militaires ivoiriens, on a vu le ministre togolais des Affaires étrangères donc aller à Bamako et donc avoir une audience avec le président de la République, Assimi Goïta. Et c'est à la suite de cette audience que un communiqué est sorti indiquant que l'État malien ou le président Goïta s'est montré disposé à une ouverture du dialogue. Voilà. Alors que, à vrai dire... Donc l'initiative vient de Lomé. À vrai dire, mais le ministre togolais des Affaires étrangères a fait un tweet dans lequel il confirme l'acceptation du président du Togo d'intercéder suite à la demande des autorités maliennes. Mais je pense que c'est un tweet de trop.
Ce tweet met en... Dans ce tweet, on remarque que c'est le Mali, voilà, qui aurait demandé la médiation. Mais ce n'est pas, ça ne répond à rien. Pourquoi? Parce que le Mali est quand même en position de force dans ce dossier. Oui, c'est ce que je n'ai pas compris. Ça, c'est une évidence. C'est d'ailleurs le sens de ma question, Lucas Baki. Il ne peut même pas être demandeur d'un dialogue. C'est un acte politique, c'est un acte d'élégance politique que de dire, bon, écoutez, comme vous êtes venu, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Si vous êtes disposé à aller raisonner le voisin, tant mieux. Je suis disposé, je suis ouvert d'esprit. Il n'y a que cela qui peut expliquer cette médiation-là. Mais dire que le président Goïta serait demandeur d'une médiation comme s'il était en situation de faiblesse, alors que tous les éléments concordants montrent clairement que c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas pris des précautions, qui envoie des contingents armés au Mali sans en aviser les autorités maliennes, alors que le président Ouattara sait très bien que c'est lui qui a beaucoup tiré les ficelles et qui ont amené donc la CEDEAO à prendre des sanctions tout à fait illégales, illégitimes et inhumaines. Et c'est encore lui qui a qualifié de plaisanterie les conclusions des assises nationales de la refondation du Mali. C'est lui, c'est de son territoire que des avions ont quitté en violation justement de l'embargo et de toutes les dispositions qui ont été prises par le Mali en réaction à l'embargo qui lui avait été imposé. Donc, beaucoup d'éléments concordants montrent qu'il y a un désamour, qu'il y a une inimitié, qu'il y a même une fronde entre le président Ouattara et les autorités maliennes. Donc, dans ces conditions-là, il devrait être celui-là qui prend plus de précautions quand il doit travailler, en tout cas avec le Mali. Alors, vous avez compris vraiment le sens de ma question. On est dans une situation où je vous offense, Lucas Baki, je vous offense, comme on le dit, et vous allez demander par exemple à Gilles Bokor de jouer la médiation entre nous. Eh ben voilà, alors, cela veut dire que le ministre des Affaires étrangères du Togo aurait menti entre griffes, même si on ne dit pas à un chef qu'il a menti. Non, on ne va pas dire qu'il a menti. C'est pour ça que j'ai décrit le contexte. Il est clair que si le Mali était demandeur d'une médiation, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali qui allait faire le déplacement de Lomé pour solliciter, comme il avait fait au moment justement de l'embargo, le président Faure, afin qu'il puisse intercéder auprès de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu interpellation, et lorsque 48 heures après ou 24 heures après, les dirigeants maliens ont sorti un communiqué traitant précisément ces militaires de mercenaires, sur la base de ce que l'État Mali, l'État ivoirien, a décliné toute responsabilité dans ce voyage, il est clair que la situation était devenue tendue. Et au nom donc, de cette légitimité qui avait été conférée donc, à l'État togolais, de pouvoir être le médiateur, mais l'État togolais a senti la nécessité d'intercéder. On peut dire, ben, écoutez, il était précisément préoccupé du fait qu'il y ait encore une tension parce que bon, ben, le Togo est un pays qui prône la paix, qui recherche la paix. Et donc, dans ces conditions, le président Faure a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'il arrive là-bas, c'est d'abord pour savoir de quoi il retourne, pour comprendre les contours du sujet et voir ce qu'il y a lieu de faire. Après qu'il ait reçu tous les éléments, c'est clair qu'il doit pouvoir dire, mais il faut qu'on trouve une solution à ça. Et là, le président Goïta va dire, mais écoutez, moi, je ne suis pas fermé. Je ne veux même pas de différend avec mon voisin. Je suis dans les dispositions d'œuvrer pour le bien-être de ma population et de faire en sorte à être bien avec tous mes voisins. Il faut que ces derniers respectent ma souveraineté et tout ça. Donc, si tu peux aller le raisonner, tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis disposé au dialogue. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, si le ministre, à la sortie, a jugé opportun de dire que non, on m'a demandé, c'est pour ça que je le fais, j'estime qu'il y a quelque chose de raté. Parce qu'il n'avait même pas besoin de donner cette précision dès lors qu'il y a un communiqué conjoint qui a été assorti, qui est sorti à la suite donc, de cette audience. Dès lors que le Togo est déjà revêtu de cette posture de médiateur, et dès lors qu'on connaît l'affinité, la complicité qu'il y a entre le Togo et le Mali, il n'y a pas nécessité de dire que c'est telle partie qui a demandé. Surtout que tout le monde sait que cette partie-là est en position de force.
Alors, il y a quand même une succession d'événements, Lucas Abaki. Il faut souligner cela. Est-ce que cela veut dire que tous ces événements prouvent à suffisance qu'on veut déstabiliser le régime de Bamako? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous savez, depuis 60 ans, nos pays se sont proclamés indépendants. Et on voit que c'est la même chose. Les pays n'arrivent pas à s'affranchir de la tutelle des néocolons, ou du moins du colon d'hier, qui devient le néocolon d'aujourd'hui. Et donc, c'est la routine. Lorsque les dirigeants maliens sont venus au pouvoir, ils ont décidé de couper ce cordon-là et d'initier de nouvelles actions en vue de s'affranchir donc de toute cette tutelle, de toute cette tutelle, et donc de s'assumer par eux-mêmes. Voyez-vous? Et vous comprenez que lorsqu'il y a une habitude qui est déjà établie pendant plus de 60 ans, lorsque des puissances tirent profit de cette situation-là, qu'elles ne puissent pas accepter d'un seul trait, ce désir d'affranchissement et cette volonté de se libérer, voilà, et donc de commencer à être véritablement indépendant et de porter la souveraineté de nos États. Voilà d'où viennent en fait les problèmes. Dès l'instant où l'État malien dit « ça suffit, nous voulons nous assumer par nous-mêmes », nous avons un problème qui dure 10 ans. Nous avons appelé la France, notre partenaire traditionnel, à la rescousse. Il est venu avec plus de 5000 soldats, mais le problème n'est pas résolu. Les Nations Unies ont envoyé plus de 12 000 militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Rien n'a été résolu. Le terrorisme continue d'envahir littéralement l'État malien. Et donc, les nouveaux dirigeants ont décidé de chercher de nouveaux partenariats, de manière à expérimenter une nouvelle action, une nouvelle façon de gouverner. Et donc, dans ces conditions-là, dès l'instant où il y a des intérêts géopolitiques, les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts géostratégiques, il faut s'attendre à ce que le Mali fasse face à beaucoup de pots de banane, beaucoup de ligues, beaucoup de frondes, de manière que s'ils s'affranchissent, c'est que vraiment ils sont solides. Et je crois que les dirigeants maliens font bien de se montrer cohérents, d'être vraiment méthodiques et de s'appuyer fondamentalement sur le peuple malien. Je crois que c'est ça leur force. Et en cela, ils vont finir par aboutir s'ils ne dévient pas de cette trajectoire, s'ils ne renoncent pas à cette cohérence qui montre qu'ils sont en train d'initier une nouvelle façon de gouverner nos pays. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, comme de coutume. Merci beaucoup à vous, Lucas Abaki. Comme je le dis souvent, je suis privilégié à chaque fois que je viens donner mes idées ici. Infini, merci à vous. On marque la pause pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé.